Il faut que je crie. Voilà. Lui, c'est un nombre de verbes. Hein. Je vais ici. Donc voilà, ça le présente bien, Youssef. C'est évidemment, c'est quelqu'un qui est de formation d'architecte, de Biskra, c'est ça, Youssef. Voilà. C'est quelqu'un qui a un master à l'école des hautes études, à l'ESS, et puis un master également dans tout ce qui est stratégie. Donc c'est quelqu'un d'abord de diplômé, c'est quelqu'un qui est bien installé dans son école, dans la direction, mais c'est pas ça qui le détermine. Ce qui le détermine, c'est l'engagement. C'est un homme d'engagement, c'est un homme aussi qui a compris longtemps qu'une école toute seule, c'est rien. C'est tout l'écosystème qui est important. C'est tous les liens avec les différentes parties prenantes d'une école, les élus, on le voit sur les photos, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aller rencontrer les politiques, ouvrir des portes. Il est très engagé dans la cité au sens ville pour justement permettre à l'enseignement de se diffuser, à la formation de se diffuser dans les bons lieux en Europe. Donc il est à la base de plusieurs associations. Il les a créées avec des politiques, encore une fois, avec des entrepreneurs. Et puis, il y a par exemple, ce qui caractérise, ce qui m'a touché à titre perso dans son parcours, c'est son engagement à l'association Dignité qu'on voit là, pour justement offrir de la dignité à la population modeste, la dignité en matière de logement, en matière d'accès à l'eau en Afrique. Donc il est très engagé par rapport à ça. Voilà, je peux parler de lui plusieurs heures s'il le fallait. Mais en tout cas, voilà, c'est au-delà de sa composante formation, montée en expertise, préparer les jeunes par l'alternance, etc. Il y a cette dimension sociale et sociétale et politique qui me touche en tout cas moi beaucoup. Merci infiniment, cher Kérim. Donc, encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de parler de soi. L'objectif, c'est la plus belle des pédagogies, c'est l'exemplarité. J'ai tendance à répéter à nos professeurs et à nos étudiants qu'il faut prolonger l'adage. On le connaît tous. Hein. Quand on veut, on peut. Quand on se donne les moyens. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais dès lors que l'on peut, on doit. Et c'est vraiment un état d'esprit. Dès lors que l'on peut, on doit. Personne ne s'appartient exclusivement. En réalité, nous appartenons aux causes que nous sommes censés porter, toutes les causes auxquelles on croit. Et donc, être fort, ce n'est pas simplement pour se regarder dans le miroir en se disant « je suis fort, je suis beau ». Non, être fort au service de la cause que l'on porte. Il n'y a pas de miracle. Donc, c'est vraiment fondamental. Quant à notre ami Kérim, on a beaucoup de chance de l'avoir. Et encore une fois, je vais le décrire juste pour que nous puissions imaginer ensemble le niveau de sollicitation qui peut être le nôtre. Donc, mieux connaître pour mieux solliciter. Et en tout cas, le faire avec discernement. Donc, il va me détester pour ce que je m'apprête à dire, mais tu n'as pas de chance, c'est moi qui te sers le micro. Notre ami Kérim, donc, j'ai envie de dire, pur produit de l'identité algérienne. Je disais, il est hor, masha'Allah alayh. Hier, il a versé quelques larmes. Et il en a versé quelques-unes supplémentaires en présence du drapeau. Et c'est normal. Donc, Kérim est ingénieur, docteur, professeur d'université, Bac plus 12, à l'école des Ponts et Chaussées, qui est une institution de référence. Il encadre une trentaine de chercheurs, docteurs, professeurs d'université, une douzaine de nationalités. La moitié de ces chercheurs, ce sont des Algériens. Et ce n'est pas le fruit du hasard aussi. C'est aussi une forme de volontarisme. À chaque fois qu'on plante un drapeau, on en profite pour élargir le cercle. C'est aussi le devoir et la responsabilité qui sont la nôtre. À l'échelle nationale, il dirige la recherche et le développement sur une thématique qui nous rassemble aujourd'hui. Hein. Le bâtiment et la ville de demain. Il est membre du GIEC, le groupe intergouvernemental pour le climat, pour l'évolution du climat. On pourrait dire quel est l'intérêt de l'évoquer. Il y est en tant que chercheur pour démontrer que le bâti est d'abord l'une des premières causes de pollution. Et à contrario, l'innovation mobilisée au service du bâti de la ville de demain peut permettre de préserver davantage l'environnement. En France, les membres du GIEC, ils sont 4 ou 5. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Et parmi ces 4 ou 5, il y a notre ami Kérim, qui n'est pas de sol algérien d'ailleurs, parce qu'en Algérie, il y a un représentant. Donc ça nous en fait 2.
mais c'est plutôt pas mal. Une centaine de publications scientifiques et techniques, dont il fait autorité. 9 livres, et ce n'est pas simplement des livres, au-delà des titres sur lesquels il porte, hein, Construction 4.0, BIM, rénovation énergétique. Il y a un 9e en préparation, je vais trahir le secret si tu le permets, qui est dédié à l'intelligence artificielle. Mais ce que je trouve, moi, absolument remarquable, c'est la motivation. C'est-à-dire que chacun des livres, en réalité, c'est la déclinaison, entre guillemets, vulgariser les travaux de recherche. Donc, c'est histoire de faire sortir du laboratoire et de rendre accessible au plus grand nombre, quand je dis au plus grand nombre, des professionnels en activité et des membres du monde académique de la formation, de rendre accessible l'état de ces recherches. Et d'ailleurs, tous les professeurs de mon école, tous les étudiants ont sur leur livre de chevet les bouquins de Karim Bedian, et lui-même, je suis sûr qu'il ignore parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Karim est invité ni pour ses beaux yeux, ni parce qu'il est algérien, mais parce que c'est une référence mondiale dans un certain nombre d'universités à travers le monde, quasiment sur les 5 continents, New York Université, ETS, Asie, Afrique, Singapour et j'en passe. Et encore une fois, je l'évoque juste pour illustrer l'étendue des ressources qui sont à notre disposition. Mais pour les mobiliser, il faut d'abord, on va dire, donner envie. Et la BNH, le SMB, votre présence nous conforte plutôt dans ce sens. Et pour les mobiliser, c'est intéressant de connaître l'étendue des ressources susceptibles de l'être. Et Dieu merci, elles sont vraiment impressionnantes. Et enfin, il intervient chez un certain nombre d'acteurs de référence dans le domaine de la construction, à la fois pour former des managers en charge de projets de construction, pour former des ingénieurs, pour former des techniciens, SNC Lavalin, Bouygues Construction, Vinci Construction, Avélis. Donc c'est plutôt pas mal. J'ouvre une anecdote. Il y a un monsieur qui s'appelle Georges Charpak, qui était prix Nobel de physique au Collège de France, qui est une institution de référence, et qui disait que pour être pleinement accompli, un professionnel doit être actif sur 3 activités complémentaires. Il doit exercer le métier pour lequel il a été formé, ça tombe sous le sens, qu'il soit architecte, ingénieur, urbaniste ou chimiste. Il doit écrire, parce que ça, il a structuré sa pensée, et il doit transmettre. Karim, on est la parfaite illustration. Nous allons maintenant évoquer les défis actuels en termes de management de l'innovation au service du bâti de demain, et avec une dernière parenthèse. Préparer au bâti de demain, ça ne signifie pas ignorer le bâti d'aujourd'hui. Les experts que nous formons, quel que soit le cursus dont ils sont issus, ils doivent à la fois être crédibles pour affronter un peu les défis du bâti d'aujourd'hui, mais anticiper ceux de demain. Ne pas attendre qu'ils se présentent, qu'ils s'invitent à notre porte pour pouvoir les affronter avec la crédibilité et la maîtrise qui s'impose. Bon. Sur 1 heure, on a pris une demi-heure de présentation de soi-même. Hein, je vais essayer d'être le plus bref possible, évidemment, le plus vulgarisé possible. Je suis un scientifique, donc on est fier de notre science. Et donc, on peut en parler des heures et des heures. Donc, je vais être très synthétique. Évidemment, je suis à votre disposition tous et aux élèves qui sont derrière, là, parce que je suis très sensible aux élèves. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aille plus loin sur un point, il ne faut pas hésiter après. Je suis à votre dispo. Mon exposé avec mon cher Youssef, il va être en 3 parties. La première, le contexte, hein, les défis actuels du domaine du bâtiment. Le deuxième, qu'est-ce qu'on peut proposer humblement comme solution technico-scientifique? Et le troisième, bien sûr, le volet qui nous anime tous ici, c'est la formation, qu'elle soit initiale, mais également la formation continue des salariés. Voilà, 3 parties assez complémentaires, on l'espère, et expliquées de manière très vulgarisée. Le premier point est très très rapide, hein. C'est que l'origine de tout ce qu'on fait là en matière d'innovation dans le domaine de la construction, il vient du fait qu'on est de plus en plus nombreux sur cette terre-là. Donc, il faut qu'on soit logés toutes et tous. Et par conséquent, on doit y aller, on estime à peu près, hein, que pour loger la population mondiale,
de manière correcte, il faudrait construire ou réhabiliter 100 000 logements par jour dans le monde. Évidemment, c'est très important. On reviendra tout à l'heure avec un petit mot sur le contexte européen, occidental, et éventuellement sur le contexte algérien. Évidemment, je vais aller sur le contexte algérien avec beaucoup de prudence, et je dirai les choses évidemment sous votre contrôle. Ça, c'est un point qui me tient à cœur, la crise climatique. Mon cher Youssef a rappelé que je suis membre du GIEC. Mon rôle en tant que scientifique du GIEC, c'est de prédire l'évolution du climat. Et évidemment, les nouvelles ne sont pas très bonnes, vous l'imaginez. Donc le rapport du GIEC, il sortira d'ici 4 ans, enfin en tout cas le nouveau. On est en train d'y travailler. Mais il y a un point nouveau dans le rapport du GIEC, je travaille un peu secret par rapport à cela, mais c'est que on est en train de quantifier, et humblement j'y participe, on est en train de quantifier la part du changement climatique qui a été induit par les pays occidentaux, qui produisent beaucoup, sur l'Afrique. Parce que finalement, les pays africains produisent, bien entendu, l'Algérie produit, mais elle est loin d'être responsable de cette quantité de CO2 énormissime. J'ai des ordres de grandeur que je pourrais humblement partager avec vous en off si besoin était. Mais ça, c'est une nouveauté quand même. Et ça vient d'un lobbying de certaines personnes comme moi ou d'autres, mais Dordil Ben Saha, qui est un membre du GIEC algérien, et quelques collègues africains, on a dit non, on a besoin de savoir qui est responsable à un moment donné. Donc ça rejoint une considération géopolitique que vous devinez toutes et tous. Alors, il y a un fait important, et là je regarde mon collègue de l'école d'ingénieurs de la ville qui est à la droite, c'est que évidemment un des faits et un des défis du domaine de la construction, c'est l'urbanisation. Et surtout dans les pays occidentaux de manière générale, les gens vont en ville pour travailler parce qu'il y a du travail, pour y vivre, etc., etc. Et donc la densification urbaine est devenue telle que ça devient très très compliqué de vivre. Je vais juste vous donner une indication pour comprendre ce que je dis. Ça vient d'un exemple du rapport du GIEC. Tokyo, à horizon de 2050, je parle de la ville de Tokyo. Ça va être 60 millions d'habitants, juste la ville de Tokyo. Et je n'ai pas pris des villes chinoises ou indiennes, j'ai pris un pays un peu moyen. 60 millions dans une ville. Imaginez, chers collègues, ramener 60 millions de personnes ici à Alger et concevoir la vie sur Alger. C'est ça, les défis de la ville du futur. C'est une ville de plusieurs millions d'habitants à gérer. Gérer les déchets, gérer la circulation, gérer l'accès à la santé, etc., etc. Pour les jeunes qui sont là, la ville de demain offre un défi scientifique, technique, politique énormissime. Il y a des enjeux magnifiques. Il y a du travail pour tout le monde, si je peux m'exprimer ainsi. Là, il y a quelques exemples imagés entre avant et après pour que vous voyez un peu la densification urbaine. Ce qui m'impressionne le plus, c'est Dubaï. Entre les années 90 et aujourd'hui, jadis, il y avait quelques bâtiments qui se baladent comme ça dans le désert. Aujourd'hui, Dubaï, voilà. Donc c'est un vrai défi. Vous me suivez jusque-là? Ça va? Alors, ça c'est un point qui ne concerne pas l'Algérie, et je vais dire un petit mot, mais comme je viens comme j'ai été déformé par l'Occident, je dois en parler. C'est la pénurie des matériaux de construction. Il y en a de moins en moins. Je ne vais pas faire un cours sur la formulation des bétons, parce que c'est ma discipline originelle, mais un béton, c'est 2 tiers de sable, par exemple. Le sable de la construction, il a une granulométrie qui est très spécifique. Il y a des petits grains, des gros grains, des grains qui ne sont pas ronds, etc., pour permettre d'avoir le béton que l'on connaît toutes et tous. Tout ça pour vous dire que le sable, par exemple, du désert, on ne peut pas construire avec. Impossible. Aujourd'hui, les seuls sables avec lesquels on peut construire, c'est les sables de rivière et puis un sable qu'on peut extraire de certaines régions. Le sable est devenu une denrée rare pour construire aujourd'hui.
Il y a même de la mafia du sable. Tapez mafia du sable sur Internet, vous allez voir. C'est des chiffres d'affaires, si je puis dire, en milliards de dollars. Dubaï qui construit, par exemple, comme avec une vitesse incroyable, elle ramène son sable, c'est pas autour d'elle, elle va le chercher en Australie. 1 milliard de dollars de sable par an pour construire Dubaï. 1 milliard de dollars. Je ne vous parle même pas de l'empreinte du CO2. L'Algérie, on est tranquille de ce côté-là. L'Algérie pourrait être même à moyen, à long terme, comme un hub du matériau africain et européen. Pourquoi? Parce qu'on a la chance, alhamdoulilah, on a une géographie et une géologie remarquables. Et si j'étais politique, je ne le suis pas et je ne saurais pas le faire, malheureusement, parce que je n'ai pas la compétence. Mais s'il y a un hub à avoir dans le domaine de la construction, c'est les matériaux. Je ne parle pas de la matière grise, mais ça, on est tous convaincus. Humblement, j'en fais partie, Youssef, mais les matériaux, c'est un vrai enjeu. Et évidemment, on pourra en parler si besoin. Ce que je voudrais également pointer, c'est que là aussi, ce n'est pas une problématique algérienne ni africaine, c'est que dans les pays occidentaux, de manière globale, on essaye de bannir le béton pour le bois, notamment ou d'autres matériaux de construction, pour des raisons environnementales. Ici, évidemment, honnêtement, je suis membre du GIEC et je l'assume. C'est qu'on a un peu de marge. Voilà. Hein, il n'y a pas de raison qu'on paye les pots cassés des autres. Voilà. Ce que je vous dis là, je l'ai exprimé de manière un peu plus polie, bien entendu, ailleurs. Donc, voilà, le béton, il est à l'origine beaucoup du CO2 mondial. C'est un fait, mais on ne peut pas faire autrement. De manière très rapide, je suis toujours dans la partie défi de la construction. Il y a le défi technologique. J'ai passé mes 25 ans de carrière de formateur et de chercheur sur comment les nouvelles technologies, le BIM, on fait partie, tout à l'heure j'écoutais attentivement ce qu'il se dit sur le BIM. J'en suis ravi d'abord, mais j'ai vécu ça de l'intérieur en France parce que voilà, je suis là-bas. Voilà, c'est comme ça. Au sein du ministère, dans les années 2012-2013, quand l'avènement du BIM est arrivé en France. Donc j'ai été de l'intérieur, dans une commission du ministère de l'Habitat. On a beaucoup réfléchi comment implanter le BIM auprès des promoteurs et surtout comment motiver financièrement. Mais ça, je reviendrai là-dessus, c'est besoinités. Mais il n'y a pas que le BIM qui m'intéresse. Je parlais du BIM encore une fois il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'objet principal et je sais que d'ici quelques années, je vais parler de l'intelligence artificielle comme je parlais du BIM. Mais c'est comme ça. En tout cas, sur la partie technologique, dans le domaine de la construction, je ne parle pas dans l'industrie automobile ou l'aviation, etc. Il y a un vrai retard dans le domaine de la construction. C'est un domaine conservateur, le BTP. Et le BIM dont on parle beaucoup, aujourd'hui dans le BTP, c'est l'ex-CAO-DAO qui a permis de construire des avions, qui a permis de construire les premières voitures dans les années 60-70 de chez Renault. Ça ne s'appelait pas le BIM, mais c'est de la CAO-DAO. Voilà. Mais chez nous, enfin dans le domaine du BTP, c'est arrivé avec plusieurs dizaines d'années de retard parce que le BTP, on n'avait pas besoin. Mais aujourd'hui, il en a besoin. Donc il y a ce décrochage que vous voyez entre la courbe bleue et la courbe rouge, entre ce qui se passe dans le domaine de l'industrie et dans le domaine du BTP. Il y a un petit retard, un petit décalage temporel. Un autre constat très important dans le domaine de la construction, c'est la productivité, c'est la partie économique, c'est la marge. Je parle de la marge financière dans un projet de construction. Dans les pays occidentaux, la marge se réduit, comme on dit, comme une peau de chagrin. Parfois, les projets se font à zéro marge, juste pour occuper la masse salariale. Et donc, ça a poussé les pays occidentaux notamment à vraiment travailler sur l'optimisation du management de projet. On pourra en parler, sur des méthodes qui viennent de l'industrie automobile qu'on applique dans le domaine de la construction pour optimiser le chantier et l'opération de construction. Il y a quelques méthodes que je vais esquisser tout à l'heure, mais toutes ces méthodes-là, pourquoi?
c'est pour améliorer la productivité d'un projet de construction, de sa phase de faisabilité de programmation jusqu'à sa phase de déconstruction. Donc aujourd'hui, on a des méthodes technico, je dirais même scientifiques, parce que c'est mon objet de travaux scientifiques, pour justement faire en sorte que la marge financière augmente un tout petit peu. Donc là, j'ai fini de manière très très rapide sur les constats. Il y en a d'autres, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait en face de ça? C'est bien joli de brosser un tableau noir, mais qu'est-ce qu'on propose comme solution? Évidemment, il y en a moult solutions. Celle que je pousse depuis plusieurs années maintenant, et celle dont je peux parler, parce que évidemment et heureusement je ne peux pas parler de tous les sujets, c'est celle de la mobilisation des outils techno actuels pour mieux construire, optimiser et mieux manager les projets de construction. Donc, vous allez voir que mon discours il va être très axé sur la partie technologique. C'est volontaire, c'est à dessein, comme on dit. Je vais m'attarder un peu sur le BIM parce que c'est l'objet actuel. Il y a d'autres technologies, je vais juste les évoquer rapidement, mais je suis persuadé qu'elles vont revenir sur la scène d'ici quelques années pour qu'elles soient au même titre que le BIM aujourd'hui. Elles sont au stade de la recherche. Je vais aller dessus, rapidement dessus, mais elles me semblent aussi très importantes. Je commence par la fin. C'est comme un film, hein. Vous regardez un film, il vous donne tout de suite la fin et après on déroule le film. On me pose souvent la question, à quoi ça va ressembler le bâtiment dans le futur? D'ici peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années. Pour moi, le bâtiment, c'est d'abord, il y a la notion de la performance qui intervient à tout point de vue, pas que la performance mécanique du bâtiment, mais c'est un bâtiment qui doit nous assurer trois choses. Du confort, thermique, voilà, ou bien visuel, ou bien santé. Il faudrait qu'on y respire bien et proprement. Hein. Et sécurité. C'est un bâtiment qui doit aussi d'être sécuritaire. Alors pour ce faire, je le vois sur quatre aspects. D'abord, ça va être un bâtiment connecté pour moi. Avec les nouvelles techno actuelles, c'est un bâtiment qui va être connecté. Et la connexion, elle peut être de la domotique classique jusqu'à un jumeau numérique. Il va être à énergie positive. La question énergétique en Europe, elle est très importante parce qu'on n'a pas d'énergie fossile en Europe. Donc, il va être à énergie positive, ce bâtiment-là, grâce notamment aux énergies renouvelables. Il va être industrialisé et évolutif. On va construire du bâtiment comme on construit de la voiture. Je sais que ça peut choquer mes collègues architectes et je m'en excuse, mais on peut en parler. Je parle de l'industrialisation dans l'acte de construire. Il y a beaucoup d'architectes qui épousent cette manière-là, mais c'est loin de moi d'ignorer la partie ergonomique, artistique de l'architecte. Évidemment, elle est évidente, la question ne se pose même pas. Pourquoi industrialiser? C'est pour construire en nombre, parce qu'il y a une forte demande. C'est dans ce sens-là. Et résilient et frugal, évidemment, c'est un bâtiment qui doit résister au séisme, qui doit être évidemment durable, etc., etc. Alors, comment construire un bâtiment, le bâtiment que je décris à l'instant? Il faut des outils et des méthodes. J'ai développé avec des collègues un concept qui s'appelle le bâtiment 4.0. Donc c'est un bouquin que j'ai écrit en 2015 où je me projetais avec des collègues, des promoteurs immobiliers qui ont travaillé avec moi là-dessus, sur qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment 4.0. On a commencé à réfléchir là-dessus. C'est un concept qui doit mobiliser encore une fois des outils, et vous les avez à gauche, et des méthodes. Le BIM est une méthode parmi d'autres. Mais il n'y a pas que le BIM. Il peut y avoir le PLM, le BLM, évidemment l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais en tout cas, c'est un concept qu'on a développé et qui commence à être utilisé dans certaines entreprises. Bon, le BIM, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et j'ai mis management parce que
Parce qu'il y a une grande confusion quand on parle de BIM, je dis ça de manière très humble, entre l'outil qui construit la maquette BIM, le logiciel Revit, Allplan, Nemetschek, tous les logiciels de BIM aujourd'hui. Il y a l'outil pour construire la maquette BIM 3D, mais pour moi, ça, c'est pas le BIM. Le BIM, pour moi, c'est une méthode de travail. C'est une méthode de travail collaborative autour, justement, de cette maquette BIM. Là, vous avez à gauche comment on interagit dans un projet de construction sans BIM, et à droite, avec la maquette BIM, vous voyez très bien que la vertu de la maquette BIM, c'est justement de canaliser la communication, de canaliser la méthode de travail pour être efficient. Évidemment, cette maquette BIM-là, elle est aussi très importante. La maquette 3D qui est bien renseignée avec toutes les données du projet, parce qu'elle nous permet, notamment en phase de conception, d'imaginer la consommation énergétique du bâtiment, son comportement mécanique, son comportement acoustique. Grâce à ces maquettes BIM bien renseignées, on peut évidemment faire toutes les études et faciliter toutes les études. Mais j'insiste sur la méthode de travail et sur le management de projet BIM. Je parle beaucoup de management de projet BIM. Ce que je disais à l'instant, c'est qu'à gauche, pour appuyer un peu mes propos sur le management de projet BIM, aujourd'hui, la maquette BIM, pour manager le projet de construction, elle doit être sur tout son cycle de vie. C'est comme le carnet de santé pour un malade, si je puis m'exprimer ainsi. Le carnet de santé suit le malade depuis sa naissance jusqu'à sa mort. C'est la même chose que la maquette BIM. Elle suit un bâtiment depuis sa conception, la phase des travaux, sa maintenance et son exploitation. Et donc, elle est très importante à ce titre, évidemment, aux promoteurs. La question ne se pose même pas. D'ailleurs, et je le dis de manière très claire, je n'ai pas d'autres expériences et je m'en excuse qu'en France, où j'ai été impliqué dans un groupe de travail, je sais, j'ai été impliqué aussi en Angleterre, mais de manière moindre, pour être honnête, avec Mark Farmer, dont tu vas parler tout à l'heure en Angleterre. Et ceux qui ont poussé à l'utilisation du BIM en France comme partie prenante, ce sont les promoteurs privés et publics, et surtout privés. Je peux donner des exemples sur l'immobilière 3F, Habitat 76-77, avec qui je travaille de l'intérieur, sur comment implanter le BIM chez eux, sur comment implanter la démarche BIM dans une entreprise de promotion immobilière. Parce que le BIM a cette vertu-là de cadrer le travail, d'organiser la donnée et de l'organiser et de permettre à cette donnée-là, qui est très importante. La donnée, c'est le pétrole du projet de construction. Hein. Si on n'a pas de données et si on n'a pas une donnée fiable et bien caractérisée, on ne peut pas avancer. Donc, les promoteurs immobiliers, c'est eux qui ont poussé les premiers la maîtrise d'ouvrage, parce que c'est elle qui paye. Hein. C'est elle qui a poussé la toute première, les ministères. Et ça ressemble à la démarche que j'ai entendue ce matin. C'est pour ça que je buvais presque du lait en entendant le dialogue entre vous. Ce sont les promoteurs, les écoles qui ont poussé les ministères à s'engager au niveau du BIM, à le rendre obligatoire. Et c'est comme ça, en imposant le BIM dans les projets publics, dans certains projets publics, que le BIM a pris son envol. L'obligation, mine de rien, a des vertus. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a des vertus. Donc tout ça pour vous dire que le rôle du BIM dans le management de projets de construction, et notamment dans la phase d'exploitation, parce que c'est la phase la plus importante d'un bâtiment, en termes de cycle de vie, elle est très importante. Sur la partie droite, c'est pour illustrer le fait que la maquette BIM, elle nous permet de faire plein de choses sur un projet de construction. Évidemment, elle nous permet de faire les calculs de structure, la performance. Elle nous permet de faire la planification, la gestion financière. Elle nous permet jusqu'à, évidemment, de regarder la performance environnementale et la performance par rapport à la législation construction durable du bâtiment. XD parce qu'on peut étendre les dimensions. On peut aller jusqu'à évidemment la démolition et la déconstruction de l'ouvrage, bien entendu.
Bon, je pense pas que ça va marcher, mais c'est juste pour illustrer. Non, c'est pas grave. Mais... En fait, j'avais une illustration un peu là, réelle d'un projet sur lequel j'ai travaillé. BIM, c'est la tour D2 à la Défense. Pour vous illustrer un peu la dimension 4D du maquette BIM, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, mais ce n'est pas trop grave. Je parlais de rendre le BIM obligatoire. Là, vous avez une vision un peu à l'échelle européenne, mais je peux l'étendre à nos collègues américains avec qui je travaille, avec notamment la ville de New York. Mais la législation n'est pas la même, donc elle n'est pas comparable. Simplement pour vous dire que le BIM, évidemment, sa licence, elle est américaine. Il est arrivé dans les pays nordiques, en Europe, Danemark, Finlande, etc., dans les années 2009-2010, par là. Et puis après, la vague est descendue vers le sud. Le sud, enfin les pays du sud en Europe. Et je vois très bien que ça continue à descendre vers le sud-sud. Hein. Ce que je voulais dire par là, c'est que en Europe, c'est la Commission européenne qui l'a imposé. Et ensuite, charge à chaque pays de prendre le temps de l'imposer. Moi, je sais qu'un des premiers pays, c'est l'Espagne. En Europe, après les pays nordiques. Et puis l'Italie, l'Allemagne et tout à la fin, il a été imposé en France dans certains projets publics, encore une fois. En Algérie, je sais que, parce que je travaille évidemment avec quelques collègues algériens, quand on discute du BIM, il y a sincèrement une grande volonté de pousser et d'avancer avec le BIM. Je sais qu'il y a un projet très ambitieux à horizon 2030 pour développer le BIM en Algérie. Il y a quand même quelques startups que j'ai rencontrées l'année dernière parce que j'ai eu la chance de donner une conférence à Batimat aux portes de Versailles l'année dernière. Et j'ai rencontré quelques startups qui sont venues algériennes, parce qu'évidemment, moi je ne les connais pas. On a beaucoup échangé. Là, je les vois très actifs sur LinkedIn. J'en suis persuadé que des écoles de référence comme EPO en font, on parle. Je sais que mes collègues à Oran, à l'USTO, à l'université, il y a de l'enseignement du BIM. Donc il y a des initiatives qui me ravissent beaucoup. Et évidemment, elles vont venir parce que la compétence, on l'a en Algérie, la question ne se pose même pas. Je ne suis pas juste parce qu'on est algérien, on aime bien se passer de la pommade, mais non, c'est vrai, c'est réel. Donc, alors, pour le reste des technos, je vais aller très très vite parce que c'est mes objets de recherche aujourd'hui. Je vais être un peu frustré, mais c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas, si vous en mettez, on pourra en parler une autre fois. Bon, je pense que la vidéo ne va pas marcher. C'est une vidéo qui montre comment on utilise la maquette BIM, mais c'est pas grave. Voilà. La robotique sur chantier. Bon, on en est loin dans les pays occidentaux. Hein. Mais aujourd'hui, on travaille de manière sérieuse comment développer la robotique sur les chantiers notamment. Et notamment pour les tâches répétitives. Monter un mur, démolir, bah, ça ne sert à rien que l'homme le fasse parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Hein. Donc là, on a travaillé sur des robots. Moi, j'ai une équipe de 2 enseignants-chercheurs. J'ai un Pakistanais et un Algérien qui travaillent là-dessus. Comment transposer la robotique d'une usine de voitures, certains robots, pas tous, quel algorithme injecter, quelle IA, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour que ces robots-là, après il faut travailler sur la partie robotique matérielle à proprement dit, pour qu'on puisse l'utiliser sur les chantiers. Donc aujourd'hui, dans les pays nordiques en Europe, on a des robots aujourd'hui, 100 000 € le robot, mais par contre, vous n'aurez pas à vous embêter à construire un mur ou à démolir un mur. Et vous le faites de manière très propre, si je puis dire. Il y a tout ce qui a trait à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. Là, c'est pareil, j'ai un gros contrat avec le groupe Bouygues en ce moment même, enfin la filiale Colas du groupe Bouygues, pour être très précis. On travaille sur comment utiliser la réalité augmentée, hein, les lunettes de la réalité augmentée,
pour prévenir les problématiques de sécurité sur les chantiers. Tout ça, aujourd'hui, on a travaillé sur des lunettes de réalité augmentée spécifiques, des algorithmes de scénarisation, on appelle ça, qu'on injecte dans ces lunettes-là, et on arrive à, encore une fois, à prédire ces problématiques-là. Évidemment, avoir des lunettes de réalité augmentée pour aller sur un emplacement où on n'a rien construit encore, avec des lunettes, avec une maquette BIM dans les lunettes, je m'exprime de manière très vulgarisée, on arrive à visualiser, à se balader de manière très virtuelle dans le futur bâtiment. Ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. C'est pas rentré dans les mœurs, mais elle est de plus en plus appliquée. Ça, pour les promoteurs, c'est génialissime, ça, pour les promoteurs. Donc ça, pour moi, c'est un objet de recherche aujourd'hui. Le monsieur que vous voyez là, c'est une expérimentation sur un chantier avec un exosquelette, quelque chose qui aide l'ouvrier à tirer le béton. C'est lourd, donc ça l'aide à tirer avec un exosquelette. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles aussi ça rentre dans la robotique et dans la construction. L'impression 3D. Je vous rassure, ce n'est pas demain qu'on va imprimer un bâtiment de A à Z avec une grosse imprimante. Ceci dit, il y a quand même quelques initiatives. Les toutes premières, vous les avez à gauche, là, au Qatar, là. L'émir qui est là-bas, c'est vrai, le vrai émir, il n'est pas imprimé en 3D. Hein. Lui, c'est le vrai émir du Qatar. Pardon? C'est au Qatar, c'est au ministère de l'Intérieur. Ouais. C'est peut-être Dubaï, ouais. Ouais. Je crois que c'est au Qatar. Voilà. En tout cas, c'est les premières expériences. C'est ça. C'est ça. En tout cas, ça, c'est les premières expériences qui ont été faites là-bas. Mais ce n'est pas de la vraie impression 3D pour être honnête avec vous. Par contre, la première expérience 3D sur une maison qui respecte la réglementation a été faite en Italie. Vous la voyez là à droite. Une maison imprimée de A à Z avec des imprimantes. Il y avait un groupe italien de construction, un laboratoire de recherche, enfin, vraiment à titre expérimental. Et on a réussi à construire, à imprimer une maison de A à Z en 3D, dans laquelle il y a une famille qui habite, un monsieur avec sa femme et 2 enfants. Ils y habitent depuis 2017, voilà, depuis 2017. Et on a instrumenté un peu le bâtiment pour voir un peu son évolution dans le temps. Ça marche bien, voilà. Après, pour commencer à industrialiser ça, c'est un peu plus compliqué parce que ça coûte encore cher. Hein. On est presque au double du prix normal d'une construction. Voilà. En fait, l'intérêt de l'impression 3D, c'est surtout pour imprimer sur certaines pièces ou certaines parties d'un bâtiment qui est complexe architecturalement, qu'on ne peut pas le faire avec du coffrage classique. Donc là, on peut se permettre de l'imprimer en 3D. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, chers collègues, ça va? Hein? Un dernier mot sur l'intelligence artificielle, c'est l'objet de mes recherches actuelles. Il y a un livre qui va sortir, Inch'Allah, en fin d'année là-dessus. Évidemment, l'IA, on l'utilise beaucoup maintenant dans le bâtiment, notamment en phase de conception, hein, même après. Ça peut être aussi pour tout ce qui est prédiction du comportement du bâtiment, comme ça peut être là, pour les collègues architectes, par exemple, la notion de l'optimisation de l'espace aujourd'hui dans un bâtiment, c'est une tâche qui peut soulager beaucoup les architectes. On demande à une IA, je ne vais pas rentrer dans le détail bien spécifique, elle peut très bien nous proposer, au lieu d'une ou 2 variantes d'optimisation d'espace d'un bâtiment, peut-être plusieurs dizaines de variantes d'optimisation en quelques minutes. Voilà. Donc là, l'IA rentre de plus en plus, encore une fois, dans le domaine du bâtiment. Mais je reviendrai vous en parler, Inch'Allah, c'est avec grand plaisir, sur des applications dans le domaine de la promotion immobilière, de l'intelligence artificielle, mais également dans le domaine du chantier. Ça, c'est un petit clin d'œil à l'échelle de la ville pour mes collègues de l'école de l'architecture de la ville. Donc, on arrive maintenant, grâce au jumeau numérique. Le jumeau numérique d'un bâtiment, c'est le même bâtiment, mais en numérique. Hein. Mais c'est vraiment le même, c'est son jumeau, quoi. Et grâce au jumeau, on peut faire plein de simulations
pour tester le comportement du bâtiment sans le faire sur le vrai bâtiment. Donc là, à l'échelle du bâtiment, on peut faire plein de choses, mais également à l'échelle urbaine, on peut simuler les flux de mobilité de voitures ou d'autres. Aujourd'hui, il y a plusieurs villes dans le monde qui ont leurs jumeaux numériques. L'Université de Singapour, avec qui j'ai la chance de travailler régulièrement, tout Singapour, c'est pas grand Singapour, hein, c'est un peu Alger et sa banlieue Singapour, hein, pour simplifier. Ils ont tout mis en jumeau numérique, tout Singapour. Donc, ils peuvent prédire tout ce qu'ils veulent à l'échelle de la ville. Les permis de construire, il n'y a même pas besoin vous l'aurez en 15 minutes, le permis de construire. Hein. Tout est rentré déjà, optimisé, calculé. Il suffit de rentrer la maquette BIM du nouveau bâtiment, vous avez tout de suite une simulation de plein de choses. Et pourquoi je parle du jumeau numérique de la ville? On peut l'utiliser, certes, dans le domaine du bâtiment, mais ce qui a sauvé certaines villes comme Singapour lors du Covid la dernière fois, c'est le fait que la ville soit complètement au jumeau numérique, donc ça permettait de se projeter sur la circulation des êtres humains dans la ville. Et ils ont réussi, grâce aux jumeaux, à limiter la propagation du virus. Donc vous voyez, c'est une application qui n'est pas dans le BTP, mais la vertu d'avoir un jumeau, elle est exceptionnelle. Rapidement, et je finis là sur les innovations. Ça, ce qui me préoccupe depuis quelques temps, c'est la construction industrialisée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, en Occident, il y a un vrai problème d'accès au logement et d'accès à l'habitation. L'idée, c'est d'accélérer la construction, mais par contre, de construire des choses viables qui respectent la réglementation et qui respectent le confort. Sinon, ça ne sert à rien de construire. Donc, on a essayé de s'inspirer de la construction automobile, notamment pour construire les bâtiments. Évidemment, ce n'est pas que la même chose. Ça va de soi. Néanmoins, il y a quelques méthodes industrielles qu'on peut utiliser dans le bâtiment et qui viennent de l'industrie. Là, typiquement, sur un bâtiment, on peut l'aider de l'industrialisation. C'est quoi? C'est je fabrique les différentes pièces d'un bâtiment comme je fabrique les différents éléments d'une voiture. Dans une usine ou dans un atelier, je les préassemble, ces éléments-là, les éléments à valeur ajoutée. Et avec les outils actuels de la techno, le BIM, le DFMA, il y a d'autres dont je n'ai pas parlé, mais il faudrait une bonne dose de ces outils-là qui nous permettent déjà, à l'échelle de la fabrication des pièces en atelier, de se projeter sur le chantier et sur même le recyclage du bâtiment derrière, sur l'économie circulaire. Donc, on préfabrique, on préassemble. Après, on prend tout ça, on l'amène sur l'emplacement, sur le site. Et là, on assemble de manière définitive le bâtiment. Vous allez me dire, mais on n'a rien fait, c'est de la préfabrication classique. Ce n'est pas tout à fait ça. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais grâce aux nouvelles techno, encore une fois, évidemment, on fait des choses beaucoup mieux que la préfa d'avant. Et ça permet, mine de rien, d'accélérer le process de construction. On gagne en moyenne. Si vous construisiez un bâtiment, je dis n'importe quoi, en 10 ans, avec l'industrialisation, on peut réduire, on peut gagner jusqu'à 30-40% en termes de durée. J'entends. Évidemment, il y a un coût initial en atelier, mais in fine, sur le coût global, on s'y retrouve. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est beaucoup développé au Canada, aux États-Unis, dans les pays nordiques, notamment en Suède et au Danemark. Ça arrive un peu sur la partie sud de l'Europe. En France et en Espagne, c'est le grand débat en ce moment. Est-ce qu'on va vers l'industrialisation comme on est allé sur le BIM il y a quelques années ou pas? Évidemment, là-dedans, il y a des pour et des contre. Parmi les contre, il y a nos collègues architectes, à juste titre. Voilà, ils ont leur raison. Ceux qui sont peu pour, c'est
peur, oui, c'est aussi le mot, mais ceux qui ont peur aussi. Et pour ça, c'est nous, ingénieurs. Moi, je suis ingénieur de formation. Bah, j'y trouve plein de vertus à ce mode de construction, mais pas sur tous les projets, bien entendu. L'idée, c'est pas d'ouvrir la vanne partout. Ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, on est tous d'accord sur un point, c'est l'utilité de ce process-là dans la rénovation. Mais j'en dirai un petit mot. Ça, c'est quelques projets construits de manière industrialisée avec la méthode de la construction hors site qu'on voyait. Là, c'est des hôtels à Amsterdam, aux États-Unis. Ils ont été tous construits de manière industrialisée. Ça, je passe parce que dans certaines de mes conférences internationales, je projette cette slide-là et je demande au public, dites-moi quels sont les bâtiments qu'on a construits de manière classique et de manière industrialisée. Bah, généralement, il y en a qui me disent le 1, le 2, le 4, etc. Mais en fait, ils sont tous construits de manière industrialisée. Tous. Et vous voyez, en termes d'architecture, ce n'est pas forcément exécrable. Mais bon, je sais que mes collègues architectes ne seront pas d'accord, avec beaucoup de respect, mais c'est comme ça. Oui, la rénovation. Là, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, moi, depuis des années. J'ai écrit 2 livres là-dessus. Sur la rénovation classique et le deuxième sur la massification de la rénovation. Comment rénover de manière très rapide. Je ne vais pas faire un long discours, mais simplement pour vous dire que la rénovation d'un bâtiment, généralement, on l'a fait en changeant une chaudière, en changeant l'isolation des murs, point par point. Et on se rend compte que ce n'est pas du tout efficace en termes de conservation énergétique. La solution qui marche bien, c'est ce qu'on appelle la rénovation globale. C'est de prendre un bâtiment et de le rénover de manière systémique, de manière holistique, de manière globale. Ça ne sert à rien de changer juste une fenêtre et puis dire que j'ai rénové. Ça n'a aucun intérêt. Évidemment, ça a un coût, mais un coût moindre si on le réfléchit bien. Mais en tout cas, en termes de performance énergétique, c'est clair que c'est la rénovation globale qui marche. On a en Europe, on estime à peu près que pour rénover tous les bâtiments qui ont besoin d'être rénovés, il faudrait rénover 1 million de logements par an et par pays. 1 million de logements par an et par pays en Europe. Si on applique le rythme actuel d'avancement de la rénovation en Europe, ben, à ce rythme-là, il nous faut 3 siècles et demi en Europe pour arriver au bout de la rénovation de tout le parc immobilier. Évidemment, ce n'est pas la bonne solution. C'est pour ça qu'on a proposé, ça vient de la recherche, de massifier la rénovation énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est que massifier? Ça ne s'applique pas partout, la massification énergétique. Ça s'applique sur des blocs de bâtiments qui se ressemblent. Tout à l'heure, à Babzouar, on dit à Babzouar, mais tout à l'heure, on est passé avec mon ami Youssef, on a regardé un bloc de bâtiments derrière l'hôtel où on était. J'ai fait une derrière Youssef, mais on a changé de sujet rapidement. Ça, la massification de la rénovation énergétique, si on peut le faire, on pourrait, parce que le bâtiment s'y prête bien. Il se ressemble avec des fenêtres bien placées, etc. etc. En fait, la massification énergétique, c'est qu'on vient habiller un bâtiment avec une enveloppe qui conserve son énergie. C'est vraiment trivial ce que je viens de dire. Évidemment, c'est beaucoup plus fin et profond que ça. Mais la stratégie, c'est celle-là. Évidemment, l'habillage, c'est comme chez le tailleur, c'est avec une maquette BIM, l'OSCAN qu'on le fait pour trouver le bon habillage du bâtiment. Évidemment, on ne choisit pas n'importe quelle peau pour le bâtiment, pour l'habiller. Évidemment, on va en profiter pour mettre de l'énergie renouvelable avec des panneaux photovoltaïques si besoin était. Et en fait, quand on fait du bon management de projet, parce qu'on revient toujours à la même chose, croyez-moi, on a des retours d'expérience, hein, en termes de retour financier, d'efficacité énergétique, c'est juste incroyablement efficace. Je me permets de le dire parce que je l'ai écrit, et techniquement viable. Évidemment, ça ne marche pas tout le temps.
c'est toujours l'intelligence de la situation. On ne va pas dire une méthode et puis on l'applique partout. Et bien évidemment, dans certains cas, elle marche, dans certains, elle ne marche pas. Lorsqu'on a des bâtiments en bloc qui se ressemblent, moi, je préconise évidemment la massification énergétique qui s'appuie évidemment sur l'industrialisation de construire. C'est ça. La coque, mais on change également les équipements à l'intérieur, ça va de soi. Mais les équipements, on les ramène déjà préfabriqués. Il y a la CVC, il y a tout qui est préfabriqué, on la ramène comme une pièce et on l'installe. Mais tout ça, c'est réfléchi en amont. Là, je vais aller rapidement, mais là, c'est mon objet de recherche à moi. C'est un bâtiment que j'ai monté, c'est un démonstrateur que j'ai monté avec mon équipe dans notre école d'ingénieurs. On appelle ça le démonstrateur du bâtiment des futurs. C'est un bâtiment avec des... Ce que vous voyez là, c'est des conteneurs maritimes recyclés. Hein, ça, c'est la... Donc, on est dans l'économie circulaire. Hein. Et ce bâtiment-là est truffé de nouvelles technos. Ces technos qui viennent de chez Cisco, de chez Meraki. En fait, je travaille beaucoup avec les industriels qui me ramènent leurs dernières évolutions technologiques en termes de luminaires, et moi, je les teste dans ce bâtiment-là. Et je leur fais un retour d'expérience avec mes chercheurs pour leur dire ça marche pas, etc. etc. Juste pour la petite anecdote, et c'est vrai qu'on va trop loin, mais c'est le projet actuel, mais que je partage avec vous. Ça, c'est un bâtiment, donc voilà, il y a des lampes, il y a un frigo, on simule un peu le bâtiment de demain. Aujourd'hui, on travaille sur comment appliquer une techno qui s'appelle la blockchain. La blockchain, on entend beaucoup le Bitcoin, mais en fait, la blockchain, on peut l'utiliser pour optimiser l'énergie dans un bâtiment. Alors, on l'utilise comment? Chaque objet du bâtiment connecté, un frigo connecté, une lampe connectée à Internet, bien entendu. Je ne rentre pas dans le détail, mais donc chaque objet connecté du bâtiment qui consomme de l'énergie, on a fait en sorte qu'il soit un nœud de la blockchain. On a ouvert à la blockchain le compte de l'école, qui est sous ma responsabilité à moi, le compte bancaire, et le compte bancaire du fournisseur de l'énergie, qui est EDF. Et grâce à la blockchain, on arrive à savoir combien consomme le frigo en termes d'énergie. Ça, c'est presque banal. Grâce à la blockchain, le frigo paye sa consommation énergétique tout seul à la banque. Sa propre énergie, c'est lui qui la paye. Juste pour vous dire à quel point on pousse l'évolution technique. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de cette technologie-là. Mais il y a peut-être certains acteurs bancaires aux États-Unis avec qui on travaille. On travaille avec la Banque de New York, avec les New York. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de développer des technos pour les vendre derrière, évidemment. Ça va de soi. Donc, c'est pour vous dire que dans le bâtiment, on peut aller très très loin en matière technologique. Aujourd'hui, c'est au stade de la recherche. Mais moi, je suis très optimiste. Parce que notre problème sur la blockchain, c'est pas comment le frigo paye sa consommation énergétique tout seul. Ça, scientifiquement, c'est faisable. On l'a fait. La problématique, c'est que la technologie blockchain consomme plus d'énergie elle-même qu'elle optimise aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui. Mais on est en train de travailler sur des algos pour réduire la consommation énergétique de la blockchain. Voilà. Bon, là, c'est une vidéo, mais je vais passer à là. J'en arrive à la partie formation et pédagogie parce que c'est bien joli ces technos-là. C'est bien joli ce que je vous dis là, mais si on n'a pas la matière grise pour se former, pour la diffuser au sein des entreprises qui sont là, il n'y a aucun intérêt. Ça restera au stade de la recherche. Donc, mon rôle à moi, comme Youssef, moi, j'essaye à mon humble niveau de faire de la recherche, de la vulgariser. C'est pour ça que je suis ravi d'être là. Et de l'écrire pour qu'un élève ou un professionnel puisse prendre un livre, il va trouver un discours assez accessible pour qu'il puisse se dire « Ok, j'applique là, je m'informe, etc., etc. » Donc, le rôle de la formation est très important. Et je vais donner la parole à mon cher Youssef.